La police civile de São Paulo a reçu hier la décision du ministre de la Cour suprême, Flávio Dino, fixant un délai de 5 jours pour le partage des données de l'enquête visant une ONG liée à la production du film sur Jair Bolsonaro. Mais je vais commencer par celle-ci pour expliquer de quoi nous parlons, pourquoi tout cela est si important. La police fédérale a donc fait cette demande. Le ministre Dino a accepté. Il a dit d'accord, la police civile va envoyer. Elle a 5 jours pour envoyer ces documents qui ont été saisis lors de cette opération Wi-Fi à São Paulo. Et alors, la police fédérale veut faire quoi? Elle veut analyser, voir ce qu'il y a vraiment là-dedans, parce qu'elle pense, d'après ce que j'ai appris en parlant avec des enquêteurs, que cette enquête doit rester à la Cour suprême, entre les mains du ministre Flávio Dino. Qu'est-ce que cela signifie? Fédéraliser cette enquête. Qui peut faire cette demande? La police fédérale ou le parquet général. La décision finale revient au rapporteur de l'affaire, qui est le ministre Flávio Dino. Mais cela se discute bien en coulisses, oui. C'est le premier contexte. Le second, c'est une certaine méfiance qui, en effet, est dans l'air. Dans le travail de la police civile. Même le gouverneur de São Paulo hier, Tarcísio de Freitas, a dû défendre la police civile, dire qu'il fait confiance au travail de la police civile, parce que la police fédérale demande toute cette documentation. Et comme je le dis, elle veut que ce soit là-bas, à Brasilia, que cela reste entre les mains du ministre Flávio Dino. On a eu l'impression qu'il était méfiant envers le travail de la police civile. Donc le gouverneur de São Paulo a pris sa défense. Ce sont donc ces deux principaux contextes dans cette enquête. Et pour rebondir sur ce que tu as dit au début de ton intervention, au-delà de cette affaire, il y a justement, comme tu l'as déjà mentionné, l'enquête sur les retenues indues au sein de l'INSS qui sont là à la Cour suprême. Exactement. Donc c'est pour montrer pourquoi tout cela a un lien avec l'élection. Cette enquête sur le film, sur Dark Horse, ce qui s'est passé, comment cet argent a été utilisé, intéresse évidemment la campagne du président Lula. Cette nouvelle, qu'est-ce que ça secoue, n'est-ce pas? L'élection, y compris? Quelle est l'importance de cette collaboration avec la justice et est-ce que cette fois, ça va avancer? Elle a le potentiel de pousser Vorcaro qui tarde à présenter des éléments suffisants pour une collaboration avec la justice. Vorcaro est le chef du grand gang. Mais évidemment, une tortue ne se retrouve pas en haut d'un arbre toute seule. Qui sont les personnes qui ont aidé? Qui sont celles qui ont promis d'aider? N'est-ce pas, qui étaient les gens de l'entourage politique de Vorcaro. Alors en fait, quand Mansur promet de coopérer avec la justice, il promet que la cible sera Vorcaro. D'ailleurs, tout porte à croire que, en plus des politiciens déjà mentionnés, n'est-ce pas, en Bahia, ce qui, en fait, dans le cas de Bahia, met en les deux camps de la dispute, il y a des gens qui vont être cités dans la déposition. Et dans ce cas, il s'agit du candidat de l'opposition au poste de gouverneur de l'État de Bahia, qui est Antonio Carlos Magalhães Neto. Mais quand en fait tu dis « regarde, je vais dénoncer et je vais parler du master », ça met la pression sur Vorcaro pour qu'il commence aussi à parler. N'est-ce pas? Et là, bien sûr, exactement à cause du risque que Vorcaro parle, du fait que Mansur commence à parler, les gens commencent à s'inquiéter. Les gens qui lui avaient promis monts et merveilles, qui l'appelaient frère, qui disaient qu'ils étaient avec lui, qu'ils seraient toujours avec lui, ces gens-là vont commencer à s'inquiéter, parce que Vorcaro pourrait tout balancer, se mettre à tout raconter. Bien sûr, aussi bien dans le cas de Mansur que dans celui de Vorcaro, ça ne sert à rien qu'ils parlent fort. Ils vont devoir fournir des preuves de ce qu'ils disent. Allons-y. Rappelons que dans l'affaire de Morocide, à l'époque, quand il a témoigné dans l'affaire de la tentative de coup d'État, il avait parlé, dans sa déclaration, il avait mentionné Eduardo Bolsonaro, Michel Bolsonaro, mais ni l'un ni l'autre n'ont été mis en examen, ni accusés, ni condamnés. Pour une raison, parce que Mauro Cid a parlé, mais il n'a présenté aucune preuve impliquant les deux dans l'affaire du complot putschiste, comme il l'a fait avec d'autres noms, avec des noms de l'armée, avec des noms civils, avec son propre chef, l'ancien chef, Jair Messias Bolsonaro. Ce n'est pas parce que quelqu'un a parlé qu'il suffit de parler pour que ça arrive. Et moi je donne l'exemple de Michel et d'Eduardo, qui ont été cités par Mauro Cid, mais qui sont passés à côté parce que la police fédérale a dit que cela ne tient pas. Donc la police fédérale, le ministère public, tout le monde a le devoir de vérifier cela. Pour finir, Fabiola, il y a un point qui, à mon avis, rendra une déposition de la REAG faible si elle omet les réseaux de blanchiment du PCC à Faria Lima. C'est parmi les points qui ont été les plus, qui étaient là depuis le début, là-bas, dans l'affaire Carbono Occulto. Tu sais, au début des enquêtes de la police fédérale, la société REAG Investimentos elle-même est tombée dans le viseur des autorités dans l'affaire Carbono Occulto en enquêtant sur la société de gestion soupçonnée d'être impliquée dans un système de blanchiment d'argent. Oui, des stations de service exploitées par le PCC, ces fonds utilisant cela. Alors voilà, quand Mansur promet de parler, très bien, je veux des noms politiciens, moi et la société voulons des noms de politiciens. Mais il faut demander des comptes, non seulement au pouvoir politique, mais aussi au pouvoir économique. En réalité, jusqu'à quel point ces officines de blanchiment, là à Faria Lima, étaient-elles imbriquées avec d'autres grands fonds d'investissement, avec d'autres entreprises?
Dans quelle mesure le marché était-il au courant de cela? Dans quelle mesure cela est-il encore imbriqué dans le marché? Ce qui est valable pour Chico doit aussi l'être pour Francisco. C'est la première fois qu'un magistrat pauliste voit sa retraite révoquée comme sanction pour improbité administrative, après que la Cour suprême fédérale a mis fin à cela il y a environ 2 semaines, je pense, à peu près 1 mois. Mise à la retraite d'office comme sanction disciplinaire. Arthur Delgers, le fils, est suspendu de ses fonctions depuis 2013. Accusé d'avoir demandé de l'argent à des avocats pour influencer des jugements. André Sampaio a plus d'informations pour nous. Bonjour André. Bonjour Monica, bonjour Victor et bonjour à tous ceux qui suivent En Ponto. En effet Monica, cette information exclusive d'hier a été apportée par notre collègue du journal Léo Arcoverde. C'est une information importante dans ce contexte de sanctions, n'est-ce pas Monica ? Parce que ce magistrat de cour d'appel a été condamné, écarté, pour avoir monnayé des décisions de justice. Il allait voir des avocats et monnayer des décisions de justice en leur faveur. Il y a eu des avocats qui, pendant cette enquête contre le juge d'appel, qui a rapporté qu'il aurait demandé 120 000 reas pour obtenir des votes, pour obtenir le vote du juge d'appel dans l'une des affaires. Comme vous l'avez dit, Arthur Delgers, Gerson Filio, qui était suspendu depuis 2013. Mais il continuait tout de même à toucher sa retraite, même en étant suspendu de son poste. Donc cela fait plus de 10 ans de suspension pour un acte totalement irresponsable qui a abouti à sa suspension en tant que juge d'appel, mais il a quand même continué à recevoir son salaire. Comme tu l'as dit, Monica, c'est la première révocation de ce type contre un magistrat de l'État de Sao Paulo depuis que la Cour suprême a supprimé la retraite obligatoire comme sanction pour les juges. Donc c'est le premier cas ici à Sao Paulo. C'est un tournant en matière de sanctions des juges, puisque cet homme était suspendu depuis 2013 et continuait pourtant à toucher son salaire. Il a été suspendu pour avoir vendu des votes et des décisions, et il a continué à toucher son salaire pendant plus de 10 ans, Monica. Merci André. Vous savez, maintenant cela fait désormais jurisprudence. Oui, bien sûr. D'autres cas se produisent. Au moins, Le juge qui va finir sa carrière s'il se fait prendre. Mais c'est une roulette russe, n'est-ce pas? On va voir, on va essayer. Qui sait, peut-être qu'ils ne m'attraperont jamais? Tu vois, je connais un tel. Je connais Trucmuche qui n'ont jamais été inquiétés par la justice elle-même, n'est-ce pas? De temps en temps, ça arrive. Le sujet tient particulièrement à cœur à notre collègue Léo Arcoverde parce qu'il suit cette affaire depuis 2013, n'est-ce pas Léo, en assurant la couverture de ce dossier. Oui, et je me souviens bien de la perplexité que sa révélation a provoquée, pas seulement chez moi, mais dans toute la presse, lorsqu'il a révélé l'affaire du docteur Dalguès, le fils, demandant de l'argent. À l'époque, c'était pour départager des affaires au sein d'une chambre de droit public, de la Cour de justice, qui est l'image du plus grand tribunal de justice du pays, avec plus de 300 juges d'appel. Si vous venez d'un autre État, ne soyez pas surpris par ce chiffre. Il y en a plus de 300. Et cette mesure, révoquer une retraite, qui est un acte du président du tribunal de justice, publié au journal officiel, cela découle de ce récent événement. Pour la République. Tout récent. Merci. CNJ. C'est vraiment un autre jour. Tribunal fédéral. Disant quoi? Que la retraite avec pension, qu'elle soit intégrale ou proportionnelle, n'est pas une punition. Alors, nous allons expliquer ici ce qui s'est passé le concernant, à propos de celle qui a annulé la retraite valable à partir du 21 août. Qu'est-ce que tu veux dire, Monica? Que à partir du 21 août 2013, Dr Delguercio a continué à recevoir son salaire? Avant que nous commencions le journal, je suis même allé vérifier sur la feuille de paye du tribunal de justice. Et il reçoit en moyenne, cette année, il a touché 90 000 raies. Comment as-tu déjà eu une indemnisation? Le plus grand. Bon travail. Excès de travail. Certains mois, il a reçu un mois, un autre mois, 138 000 reais. Et j'ai pris la donnée brute, qui est la donnée qui est le paramètre pour le plafond salarial. En plus de cela, en plus du docteur Delguercio, qui est ce cas, j'ai dit, n'est-ce pas, qu'il y a eu la récente interprétation qui a été adoptée. Regardez, le CNJ a approuvé, confirmant ce mouvement au sein même de la Cour suprême fédérale. Cela a commencé là-bas, avec le ministre Dino, la retraite, la fin de la retraite obligatoire, le 4 août. Et nous avons déjà eu un cas à Brasilia, appliqué dans le cas du docteur Marco Buzzi, là-bas accusé de harcèlement. Le docteur Marco Buzzi a la décision, mais l'AGU doit encore déposer la demande pour épuiser toutes les instances pour lui. Pas la peine d'être nostalgique. Ce n'est pas encore résolu? Il va faire appel avec sa défense, mais on ne peut pas garantir que le mois prochain, il ne touchera déjà plus rien. Donc il y a des démarches possibles, mais la décision est prise et apparemment, il n'y a pas de retour en arrière possible pour lui. Mais ceci n'est que le début. Des cas concrets de quelque chose.
J'ai même demandé, Monica, je ne sais pas si tu vas me demander pourquoi il a continué à toucher cela pendant 13 ans C'est ça. sans qu'il ne se passe J'allais te demander, rien. tu sais pourquoi, et tu réponds. À quelle instance avait-il été écarté? Son cas est-il arrivé au CNJ? A-t-il été écarté là-bas? Ou a-t-il été écarté par le tribunal de justice? D'abord, il a été écarté à l'unanimité par l'organe spécial du tribunal de justice. Ensuite, l'affaire est montée jusqu'au CNJ. Il a eu quelques décisions défavorables, mais il a réussi à récupérer l'intégralité de son salaire. Mais j'ai même parlé avec l'ancien juge, même avec sa collègue, en lui demandant, parce qu'à l'époque de l'affaire, je parlais beaucoup avec lui. J'ai dit, docteur, pourquoi cette chose? Je me souviens de la perplexité face à la gravité de l'affaire. Mais pourquoi a-t-on permis qu'une telle chose soit acceptée au Brésil? Il m'a dit, écoute Léo, la question de la pension proportionnelle comme sanction, c'était quelque chose qui était plus ou moins accepté par tout le monde. Tout ce dont il parlait à l'intérieur du... Alors, maintenant qu'il y a eu cette maturation, maintenant qu'il y a toute cette question dont on parle tant à propos de ces salaires et que, pour beaucoup de gens, ce type de sanction est dérisoire, dans ce cas, nous parlons du docteur Delguezio et j'essaie aussi de parler avec sa défense, même avec lui-même, depuis hier. Dès que j'y parviens, je vous apporte son point de vue sur cette histoire. C'est une exception, mais il n'y a pas que des cas de juges impliqués dans ce genre de choses au Brésil. Le docteur Delguezio a été condamné pour improbité administrative. Ce n'est pas une chose simple, c'est quelque chose de très grave et il a continué à recevoir pendant tout ce temps.